résultats scolaires avec certains élèves, je les regarde même pas. Et parfois, même en entretien avec les parents, je leur dis justement, oui, je les regarde pas. Ouais. Bonjour, aujourd'hui on reçoit Wael pour un nouvel épisode. J'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui Wael. Plaisir partagé, vraiment tout le plaisir est pour moi même. Merci beaucoup. Donc on va aujourd'hui discuter d'une notion qui me paraît très importante aujourd'hui, qu'on ne connaît pas souvent, en tout cas le public, au quotidien quand on parle de précepteur. On a une difficulté en fait sémantique, et notamment avec tous les autres mots qui existent pour qualifier cette fonction, donc du tuteur, professeur, accompagnant, etc. Donc j'ai le plaisir de te recevoir Wael aujourd'hui pour clarifier en fait cette notion à ceux qui nous écoutent. Donc si tu le permets, je te laisse un petit moment pour te présenter. Ouais, bien sûr. Merci déjà à toi et à Master de me faire l'honneur de me recevoir dans ce podcast et dans ce très beau projet, qui je souhaite beaucoup de succès. Alors donc moi Merci. c'est Wael Abdelhamid, j'ai donc 33 ans, je suis enseignant de lettres contractuelles. J'ai à peu près 5 ans d'expérience dans ce domaine. Il faut savoir que pour moi l'éducation c'est avant tout une vocation, c'est le résultat d'une reconversion professionnelle après un parcours qui ne me prédestinait pas forcément au métier de l'éducation. Moi, j'ai fait des études à Sciences Po Paris et une carrière à peu près de 8 ans dans le conseil en management et en stratégie. Mm, On a ce point commun. Et donc, c'est vrai que l'éducation, ça a toujours été un fil rouge dans ma vie d'étudiant, mais aussi dans ma jeune carrière professionnelle, parce que j'ai été longtemps engagé dans l'associatif, à tes côtés d'ailleurs. mm. Euh, et, euh, et j'ai été également engagé sur la question d'égalité des chances. Et donc, j'ai profité du confinement en 2020 pour faire ce changement à 360 degrés et en faire mon métier vraiment. Et pour cela, en fait, ça avait du sens. Finalement de donner de mes compétences et de mon temps et de ces premières années de formation en tant qu'enseignant là où on en avait plus le besoin, c'est-à-dire dans les académies sous tension et notamment dans ce qu'on appelle les écoles les établissements faisant partie du réseau d'éducation prioritaire. Donc j'ai commencé grâce notamment à la formation de l'association Le Choix de l'école qui m'a accompagné durant mes 2 premières années d'enseignement à enseigner justement dans des collèges en l'occurrence du réseau d'éducation prioritaire en tant que professeur de lettres classiques. Donc, j'ai fait dans ma carrière du latin également et du grec ancien. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai moins l'occasion d'en faire parce que ce sont des options qui se font rares. Mais voilà, donc ma formation initiale après un parcours qui ne me destinait pas forcément au métier de l'éducation. Et donc, j'ai pris ensuite le soin vraiment en devenant enseignant et prenant soin d'être un bon enseignant, en tout cas, essayant de donner le maximum j'ai pris l'initiative du coup d'étoffer un peu mon champ de compétences au service de mes élèves, toujours pour bénéficier d'une formation en coaching auprès des MHD Formations dans une approche d'accompagnement au changement. Alors, je sais que c'est une notion qui te parle parce que dans le conseil, on en fait beaucoup. On en fait beaucoup. Euh, mais là, l'idée, c'était d'avoir une approche personnalisée et humaine de l'accompagnement au changement. Et c'est ce qui m'a beaucoup, du coup, aidé à définir ma fonction. Et c'est ce qui m'a permis de lancer cette activité de précepteur, que je qualifierais de précepteur moderne. Voilà. Ok. Très bien. On va faire un peu de suspense quant à ce que l'explication en fait de ce terme. J'aimerais juste revenir sur quelques passages en fait de ta vie personnelle que je trouve très intéressant, notamment le passage de la vie professionnelle de consultant à professeur. Comment ton entourage a aperçu ce changement et comment tu as géré les choses, géré le changement pour le coup. Je pense que je pense que là aussi, on aurait beaucoup de choses en Ouais, commun à partager parce ouais, que le saut dans l'entrepreneuriat, c'est à peu près équivalent. Euh, Nos proches, ils ont toujours peur pour nous, hein, ils nous aiment, donc ils veulent forcément le meilleur.
Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai annoncé mon projet à ma famille, mais voilà, ça a été d'abord une réaction un peu perplexe, sachant que moi j'ai un grand frère qui est enseignant depuis une vingtaine d'années, hein, Mm. de mathématiques pour le coup. Donc ça a été d'abord l'incompréhension, et puis petit à petit, ils ont aussi compris que bah, ça m'avait permis d'évoluer pour une meilleure version de moi-même, et voilà, que comme je te le disais, c'est véritablement une vocation pour moi, hein. Ça Mm. va au-delà de simplement une vie professionnelle, et de comment Mm. voilà, j'envisage ma vie professionnelle. C'est plus global pour moi, et Mm. je pense qu'ils l'ont compris, et voilà, là, ils sont. Mm. Ça roule, quoi, ça roule plus ou moins. Mais je Ouais. pense que toi aussi, tu devrais effectivement le savoir, c'est à peu près le même passage que toi. Oui, oui, tout à fait. C'est une véritable conduite de changement. Il faut revenir au principe, renouveler en fait ses intentions et les expliciter. Et je pense que, comme tu l'as dit, les proches finissent par convaincre, enfin, finissent par comprendre, pardon, et, euh, et nous encourager même. Donc c'est très bien. Complètement. Voilà. Et du coup, ma question aussi, c'est par rapport à l'image que tu te faisais en tant que consultant du rôle de professeur et ce qui a été nouveau pour toi, notamment dans le cadre de l'accompagnement avec l'association Le Choix de l'école. Ta confrontation à la réalité du rôle de professeur, qu'est-ce qui t'a surpris par rapport à l'idée que tu en avais? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont surprise. Mm. Effectivement, on a toujours une vision qui est, peut-être, moi, pour me concernant, peut-être un peu idéalisée, même si j'avais Mm. d'autres contre-feux, des voix Mm. dans mon entourage qui me disaient attention, c'est un métier qui est très Ouais. difficile, et je le voyais, je le voyais à bien des égards. Mais forcément, quand on se lance dans un projet, ben, on n'a pas forcément envie de garder les a priori négatifs. Et je dois dire qu'avec vraiment l'accompagnement du choix de l'école m'a permis de découvrir ça à mon rythme, Mm. et de pas être, j'ai envie de te dire, catapulté Mm. dans cet univers, comme la plupart, malheureusement, aujourd'hui, des enseignants contractuels Mm. qui arrivent, on va dire, dans le métier, parce que c'est un monde qui est très difficile. Et moi, j'ai pu bénéficier, avant ma première rentrée, de quasiment 3 mois de formation intensive sur ce qu'était la gestion d'une classe, Mm. sur ce qu'était la réalité pédagogique de construction d'une séquence, Mm. voilà, d'apprendre tous ces petits rituels, et tous ces petits, comment dire, actes de gestion qui vont te faciliter le quotidien. Tout ça, Mm. j'ai eu la chance de l'apprendre avant. Donc j'ai envie de te dire, la rentrée, elle a été pour moi avant tout positive, parce que euh, d'un point de vue émotionnel, hein, d'abord, parce que Mm. bah, c'était, voilà, c'était ça, c'était déjà l'accomplissement de trois Mm. mois de Mm. travail intensif pour moi, Mm. dans lequel j'ai construit mes séquences, j'ai appris, j'ai discuté avec d'autres professeurs beaucoup plus expérimentés. Et voilà, la rentrée, c'était la réalité, c'était le fait d'être avec les élèves. Alors bien évidemment, comme tout le monde, j'étais hyper stressé. Hein, Ouais. c'est très différent d'une réunion de codir où on a l'habitude, en fait, d'y aller parce qu'on a préparé ses slides une semaine à l'avance, ou qu'on a travaillé comme un malade. Mais j'ai envie de te dire, voilà, tu connais, c'est vraiment deux réalités différentes. On est Mm. stressé parce que bah, on connaît pas nos élèves, et on a peur. En vrai, on appréhende leur réaction au départ. Mm. On se dit, est-ce que la personnalité va leur plaire? Est-ce qu'il y a le fit? Mm. Voilà, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pouvoir établir cette relation de confiance? Donc, tu as toujours cette appréhension-là. Et puis, bah, très rapidement, en fait, c'est la magie, je pense, de ce métier. C'est que Mm. très rapidement, tu as l'impression de rentrer Mm. dans des habitudes positives avec tes Ouais. classes, de construire quelque chose. Et bah, c'est hyper valorisant, en fait, la Ouais. valorisation. La valorisation qu'on attendait avant dans le conseil par des promotions, et, Ouais. Mm. et, et par, euh, et par du salaire, enfin par des augmentations de salaire, bah là on l'a par d'autres éléments. Donc ça a été pour moi très très valorisant. C'est ce qui m'a mis véritablement sur le chemin, j'ai envie de te dire, que j'ai pas quitté jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ok, super, très intéressant. Merci, ouais. Et du coup, on va revenir donc à cette notion de précepteur, parce que tu es actuellement donc, enseignant dans le secondaire de français, voilà. En parallèle, donc tu as cette activité en fait de précepteur auprès d'adolescents. Si tu peux nous en dire un peu plus, ouais. Bah, alors, pour définir mon activité, moi, je me définirais avant tout comme
comme un accompagnant. Mm. Je vais agir à la fois sur le point de vue des savoirs disciplinaires dans certaines matières, donc Mm. tout ce qui est matière littéraire en réalité, le français bien évidemment parce que c'est ma spécialité et c'est ce que j'enseigne, mais aussi d'autres options au lycée, parce qu'on s'adapte également aux réformes et à la dernière réforme du lycée, et c'est des options type le type ce qu'on appelle HGGSP, donc histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Cette matière finalement que ma formation à Sciences Po m'a permis de bien appréhender, même si ça m'a pris des heures et des heures de travail. La matière des SES, aussi des sciences économiques et sociales. Puis voilà, ça c'est vraiment sur les savoirs disciplinaires et puis également la philosophie. Mais pour le reste, cette posture d'accompagnant, je la vois également sur un point de vue d'ouverture culturelle, c'est-à-dire que mon devoir, c'est aussi d'accompagner l'élève à s'ouvrir culturellement, à rester en alerte, à se construire une culture. Et il y a un troisième volet qui est vraiment l'aspect psychologique et aspect bien-être de l'élève. En gros, mon rôle, c'est de faire en sorte que l'élève remplisse un maximum de sa pyramide de Maslow, quoi, pour être dans les meilleures conditions, les conditions optimales pour être efficace finalement dans ses apprentissages. Donc moi, mon activité de précepteur, contrairement à ce que le nom peut laisser imaginer, et je reviendrai dessus, mais en rien je ne me substitue aux autres acteurs vraiment de l'écosystème de l'élève. Moi, je me fais vraiment, je suis un complément. Parfois, je suis une liaison. Je suis une liaison entre les parents et l'établissement de l'élève, parfois parce qu'ils ont du mal à parler le même langage. Entre l'élève également et ses professeurs, parce que parfois un élève peut se sentir très rapidement pris en grippe ou persécuté par un professeur quand il a des mauvais résultats. Et moi, je suis là pour essayer justement de dédramatiser tout ça et d'accompagner cet élève. Parfois même de restaurer peut-être des tentatives de dialogue avec un professeur avec qui le contrat entre guillemets est rompu. Mais voilà, moi je suis là vraiment pour pas pour me substituer, mais pour être en complément. Et donc, je travaille avec des élèves dans cette activité qui vont du cycle 3, en gros, hein, partir du CM1 à la 6e, hein, jusqu'aux études supérieures dans mon domaine. Hein. Tout ce qui est école d'ingénieur, je peux accompagner des élèves qui sont en école d'ingénieur, mais en termes de savoir disciplinaire, là, mon rôle s'arrête complètement. Je vais intervenir beaucoup plus en soutien psychologique ou en mentorat vis-à-vis d'un élève qui peut chercher des stages, essayer de l'ouvrir des perspectives professionnelles. Mais sur les savoirs disciplinaires, là, mon rôle s'arrête vraiment à cette délimitation. Et vraiment, le gros, je vais dire, de ma clientèle, c'est avant tout des lycéens. Donc, ils peuvent préparer le bac de français ou le bac tout court. Et mon activité avec eux, elle va se reposer sur 3 piliers. La première, c'est une activité de consultance, finalement, un peu ce qu'on faisait dans le conseil, mais avec cette aide, enfin, cet aspect un peu plus personnalisé. Donc, je vais là, de consultant scolaire, quoi, je me qualifierais de consultant scolaire, où je vais faire tout ce qui est suivi de la scolarité, principalement sur comment l'élève s'organise dans sa scolarité, mais aussi c'est quoi les bonnes méthodologies de travail à adopter. Il y a un deuxième aspect qui est celui de coaching, véritablement, donc qui est de bien-être scolaire. Et là, j'inclus aussi l'ouverture culturelle parce qu'elle est très importante finalement dans le bien-être scolaire. Parce qu'il faut montrer à un enfant, je pense, à mon sens, l'utilité de ses études et l'utilité d'avoir une culture générale solide pour arriver à le motiver et le stimuler. Et puis, j'ai un troisième pilier qui est vraiment ce pilier de mentorat qui repose à la fois sur les premiers pas dans la vie professionnelle, mais aussi l'orientation scolaire. Que ce soit l'orientation au lycée ou l'orientation ensuite dans les études supérieures. Et donc toi, en général, quand on te rencontre pour la première fois, c'est toi qui vas quelque part mener ton diagnostic avec des échanges avec les parents, les élèves, et établir voilà, cette feuille de route en quelque sorte. C'est ça. En gros, quand j'entame une relation, alors à vrai dire, par souci d'honnêteté intellectuelle et aussi parce que je me suis calqué sur une démarche de coaching, et dans une vraie démarche de coaching, la première séance, elle est toujours gratuite. C'est toujours une première séance diagnostique où là, pour moi, il est très important d'avoir un peu de temps avec l'élève déjà pour
essayer d'évaluer, mais grosso modo les savoirs, où il en est sur le point de vue de ses apprentissages, mais aussi, surtout, discuter avec lui et discuter avec ses parents pour voir un petit peu son cadre scolaire en général. Voilà. Mm. Ça, c'est la première chose. Effectivement, à l'issue de cette première séance, je propose un diagnostic à l'élève et aux parents, et ensuite une proposition d'accompagnement qui, contrairement là à la démarche de coaching, va être beaucoup plus longue forcément. Mm. Après, moi, c'est sans engagement, hein, entre guillemets, Mm. mais c'est-à-dire quand on s'engage sur une démarche de coaching, en général, c'est 8 à 10 séances, Mm. grand maximum. Là, je vais vraiment suivre des élèves sur toute une année scolaire. Et sur toutes les dimensions, entre guillemets, de sa scolarité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Exactement, exactement. Et donc, les parents, quand ils viennent te voir, ils viennent te voir pour quelle raison et pour quel objectif aussi? Bah, Mm. ça va vraiment, ça dépend Mm. complètement des parents et ça dépend complètement de l'élève. Mm. J'ai eu des parents qui déjà socialement avaient les moyens, Mm. qui avaient un certain capital culturel, Mm. qui ont réussi véritablement à le transmettre à leurs enfants, qui n'avaient donc pas forcément de difficultés scolaires, mais qui visaient véritablement un projet d'excellence pour leurs enfants et qui donc venaient me voir dans cette démarche de on veut le stimuler dans le système scolaire. On trouve que dans la configuration actuelle, on n'a pas le choix, mais ça va pas assez loin et on compte sur toi pour l'aider à aller plus loin. Mm. J'ai ce type de clients, mais j'ai aussi les clients qui sont des parents en général vraiment en situation de parfois de détresse psychologique parce que les enfants sont en situation d'échec ou de phobie scolaire Mm. et qui ne savent pas trop finalement quoi faire, qui socialement pourraient être vraiment dans toutes les. Je veux dire, j'ai des familles aisées qui sont confrontées à ça, mais j'ai aussi des familles qui sont pas forcément très aisées et du coup à même de se payer ce type de service. Mais parfois là, voilà, dans ces cas-là, je suis obligé de m'adapter parce que c'est pour moi aussi le sens de ma mission et la conception que je donne à mon métier. Mm. Donc, Tout à fait. mes tarifs fluctuent en fonction de la situation également Mm. parentale et vraiment de tout l'écosystème de l'élève, quoi. Mais donc, ça peut dépendre. J'ai également fait l'expérience d'être confronté à des élèves qui sont en situation d'expatriation Mm. et donc de changement interculturel. Et pour ces élèves, là aussi, c'est vraiment une demande qui est autre, qui est de se dire, pour les parents, c'est d'abord l'inquiétude, est-ce que mon enfant à l'étranger bénéficie des mêmes services, entre guillemets, des mêmes chances scolairement de s'en sortir Mm. et de s'en sortir parmi les meilleurs. Donc, on serait tenté d'aller voir quelqu'un qui pourrait nous aider et nous rassurer là-dessus. Voilà, c'est très, ça dépend vraiment c'est du cas par cas. Ok. Super. Ouais, j'aimerais te poser la question de quels sont tes outils. J'imagine que sur la partie consultance vis-à-vis de la scolarité, tu nous as parlé de méthodologie, donc tu as certainement du contenu pédagogique. Sur l'aspect coaching, quels sont tes outils globalement dans tes interventions? L'entretien peut-être? Alors ouais, Mm. effectivement, hein, typiquement dans ma première séance de diagnostic, moi Mm. j'utilise un outil qui est très connu de tous les coachs, qui Mm. s'appelle le RPBD, Mm. qui permet justement de cadrer la relation et de faire un diagnostic également plus global, hein, et des volontés de l'élève, des volontés des parents, de leurs objectifs et de pouvoir fixer justement un objectif global de suivi. Mm. Donc ça, c'est des outils que j'ai empruntés au coaching, hein, mais il y en a plein d'autres. Effectivement, d'un point de vue pédagogique, je m'appuie également sur mon métier, hein, Mm. d'enseignant, donc qui commence à avoir une certaine expérience, même si je reste jeune dans le métier, mais j'ai mes cours accumulés sur ces 5 dernières années et toute, Mm. toute ma méthodologie, que j'essaye toujours par une veille. Et ça, je dois dire que l'association Le Choix de l'école m'a beaucoup aidé là-dessus parce que Mm. effectivement, on était toujours nourri de chercheurs en sciences de l'éducation qui venaient nous apporter une nouvelle vision, de nouvelles expérimentations, et ça m'a donné le goût à ça. Donc, Mm. j'essaye toujours de me tenir en veille des dernières expérimentations qui sont mises au goût du jour par ces chercheurs, et pourquoi pas de m'en servir pour adapter mes contenus, essayer d'expérimenter avec l'élève, mais toujours avec ce souci de tout de suite me réadapter à lui, à son rythme, parce que c'est avant tout ce que j'essaye de faire, quoi. C'est d'avoir
tu vois, une prestation sur mesure. Quand tu vas chez le tailleur pour te faire un costume sur mesure, t'attends pas à ce qu'il te donne Mm. de l'à peu près et qu'il dise Ouais. allez débrouille-toi avec ça, quoi. C'est pas du prêt-à-porter. Mm. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir un vrai suivi de ce qui peut se faire, mais en même temps vraiment être à l'écoute de l'élève. Si tu poses également la question des outils, je vais aussi mettre les pieds dans le plat parce Mm. que c'est vrai Oui. que c'est une question qui est beaucoup abordée dans notre métier, Mm. le métier d'enseignant en général, mais dans le métier de l'éducation, et toi, Mm. tu es en plein dedans avec Master, mais il y a la question d'intelligence artificielle également, parce qu'on va pas se Ouais. mentir, c'est un outil que nos élèves connaissent et Et utilisent. utilise. Mm. Le C'est vrai. problème, c'est qu'ils s'en servent souvent mal. Mm. Donc, mon rôle, plutôt que de l'ignorer, Mm. plutôt que de le combattre, c'est de leur montrer finalement quelle utilisation on pourrait faire de Mm. l'intelligence artificielle et des chatbots. Ouais. Parce que une utilisation qui est beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus utile pour leur apprentissage et pas qu'ils viennent comme un, pas qu'ils soient pris tu vois, qui soit mis comme un cache-misère pour l'élève et Mm. dans son manque de gestion de son quotidien, de ses devoirs, etc., et que ça vienne le sauver, entre guillemets, du jour au lendemain. Ouais, mais là, du coup, bah, on est de moins en moins débile. Même si on est un vieux corps, les enseignants, bah, Mm. on avance aussi également avec notre temps et on sait que l'intelligence artificielle, on s'en sert parfois nous aussi également en tant qu'enseignants. Et Mm. moi, je peux m'en servir en tant qu'enseignant pour confronter, trouver des idées de sujets, trouver des idées voilà, pour booster un petit peu mon côté créatif dans mes Mm. approches des textes et de support. Et voilà, mais il faut pas que ça devienne un outil de substitution pour eux à la démarche et au goût de l'effort. Et en Ouais, très réalité, intéressant. Mm. voilà, quand tu es dans une démarche Mm. où tu essayes d'apprendre à tes élèves à leur donner le goût de l'effort, parce qu'on n'a jamais rien sans rien, Mm. genre, on a été on a été éduqués à plus ou moins de la même manière et Mm. on a vu dans nos carrières les mêmes cercles et on a vu, toi comme moi, que ce goût de l'effort, il était très important Mm. dans ta carrière scolaire, mais aussi professionnelle. Donc si on leur inculque pas tout de suite, bah, finalement, Mm. il y a un gros handicap pour le futur. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans mon accompagnement. Euh, mais je leur prouve que l'intelligence artificielle, finalement, elle peut nous aider, même dans une démarche longue, exhaustive, Mm. de réflexion intellectuelle, à nous nourrir. Mm. Et elle n'est pas juste là pour cacher les trous du reste. Ouais, exactement. Et nous donner des réponses. Parce que tu disais qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle par les élèves est souvent peu constructive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi en fait et comment ils l'utilisent? Bah, si tu veux, pour te donner un exemple très concret, Mm. parce que ça arrive vraiment au quotidien, Mm. lors des dernières vacances scolaires, avant les dernières vacances scolaires, j'ai donné à ma classe de cinquième Mm. une rédaction facultative Mm. pour augmenter un peu leur moyenne, hein, pour les remotiver également à écrire, hein, parce que c'est Mm. l'objectif entre autres, du trimestre pour moi avec eux. J'ai un élève qui m'a assuré à la rentrée qu'il avait fait le travail mais qu'il avait oublié sa feuille à la maison. Le lendemain, il m'a donc rendu son écrit. C'est un élève qui en plus a des besoins particuliers, c'est-à-dire que Mm. je connais très bien son travail, j'ai passé du temps avec lui, j'ai essayé de l'accompagner, je connais ses difficultés, et là, boum, 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 d'un coup d'un seul, j'ai une rédaction avec un niveau de langue, certes familier, hein, qui reste Ouais. familier, hein, donc C'est-à-dire, il avait bien prompté. ça montre qu'il n'est pas non plus. Et je l'ai félicité là-dessus d'ailleurs, Mm. j'en D'accord. reparlerai, mais je l'ai félicité Mm. là-dessus d'ailleurs parce que ça montre déjà qu'il y avait une certaine réflexion. Mm. Mm. C'est-à-dire il s'est pas simplement contenté de faire une simple requête Mm. désespérée à ChatGPT sur Mm. voilà mon sujet, débrouille-toi. Mm. Je pense qu'il s'est dit, vu le premier résultat, ouh là, non, le prof va le voir, donc il va falloir que je maquille ça autrement. Donc il a quand même essayé de chercher. Ouais, bien sûr. Et j'ai valorisé ça. Mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que bah voilà, bah, typiquement le lendemain, j'avais une rédaction où c'est un élève 10 en plus. Je sais Mm. qu'il fait énormément de fautes d'orthographe. Là, j'en avais pas une seule. Il m'a assuré que sa maman l'avait aidé. En Heureusement. l'occurrence, sa maman n'est pas francophone. Je la Mm. connais très bien, donc il m'a un peu fait tourner en bourrique. Bon, c'est les joies de notre métier, hein, donc, Mm. je suis pas dupe. Je sais très bien qu'il l'a fait avec. Je lui ai dit. On en a discuté. Lui-même l'a avoué finalement. Mm. Donc, plutôt que de le sanctionner bêtement et de lui dire t'as 0 et 1 heure de colle, Mm.
moi, ce que j'ai essayé véritablement de mettre en valeur dans sa démarche, c'est justement la posture réflexive en essayant de lui dire, attention, maintenant, tu vois, cette utilisation de ChatGPT que tu as faite pour ce devoir, bah, finalement, le temps que ça a pris, si tu passais encore un tout petit peu plus de temps et que tu le faisais pas simplement pour qu'il t'aide et qu'il fasse ta rédaction à ta place, mais pour qu'il t'aide, par exemple, à te donner des idées de décors, de personnages, si tu es complètement à sec, si effectivement tu peux à la fin lui donner ta rédaction pour qu'il ne corrige que la langue ou que la syntaxe, par exemple, si tu sais que tu as des problèmes en ponctuation, que la ponctuation, bah là, ça va t'aider à voir ta version, la version de ChatGPT, et peut-être, si tu es dans une démarche honnête d'essayer de t'améliorer véritablement, ça peut te montrer, ça peut être une super séance d'un point de vue pédagogique pour lui en fait. Donc c'est ce que j'ai essayé de lui dire, mais voilà, c'est ce type d'utilisation effectivement qu'on a. Là, je t'ai pris l'exemple d'un collégien, mais au lycée, c'est encore plus fréquent. Très intéressant. Merci beaucoup. Et je pense que les professeurs qui nous écoutent s'identifieront à ce que tu dis là. Et je pense que, à titre personnel, je trouve le fait de valoriser justement cet effort assez intéressant pour eux. Très bien. J'aimerais revenir peut-être sur quelque chose qui est complexe, mais qui me semble essentiel en fait dans le secteur de l'éducation. C'est comment on mesure en fait l'impact de nos interventions. J'imagine que tu as beaucoup approfondi avec la question dans le rôle que tu exerces aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous partager un peu tes réflexions? Bah, tu vois, c'est une question Ouais. très intéressante et c'est vrai que qu'en y réfléchissant, je réalise que je suis quand même très marqué également par bah, cette dimension coaching de mon métier qui, en me faisant aborder finalement la relation, me permet très tôt dans l'accompagnement de définir avec l'élève, mais également avec sa famille, des objectifs. Et des objectifs du coup mesurables. Parce que s'ils ne sont pas mesurables, pour le coup, c'est pas un objectif. Donc c'est pour ça que la première séance peut parfois être très longue, mais je veux arriver justement avec les personnes que j'accompagne à obtenir ces objectifs quantifiables et mesurables pour bah, justement mesurer mon impact et mesurer l'impact de l'accompagnement. Donc finalement, quand tu réfléchis en objectif, que l'élève s'est également fixé, hein, ce qu'on appelle dans le monde du coaching le fait de smarter un objectif. Il faut que l'objectif soit smart, qu'il soit compréhensible, réalisable, mesurable, etc. Bah, finalement, ça devient ta principale métrique. Parce que tu ne peux pas demander à un élève qui est en grande difficulté scolairement, euh, par exemple, des résultats, des métriques très précises en termes de résultats scolaires. Ça, c'est pas possible. D'expérience, hein, de ma petite expérience, je trouve que bah, chez certaines personnes, le fait de se baser sur les notes finalement de l'enfant pour bah, mesurer l'impact d'un accompagnement scolaire, etc., bah, ça pouvait être parfois néfaste en fait, parce que ça pouvait créer du stress et faire entrer l'enfant dans une spirale négative, et même les parents également dans une spirale négative vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis d'eux-mêmes également, hein, parce qu'ils peuvent très mal le vivre eux-mêmes, qui est pas bon. Donc du coup, il faut absolument essayer justement de smarter l'objectif d'en trouver d'autres, des objectifs réalisables, comme je t'ai dit, et des objectifs du coup que l'élève pourra vraiment palper quoi, concrètement en disant c'est faisable, je peux y arriver, je peux y arriver. Et ça, les notes, parfois, c'est pas un bon indicateur. Euh, Ça peut être un bon indicateur pour d'autres élèves. Je dis pas que c'est complètement. Tu vois, moi, je suis pas forcément de ceux qui pensent que la notation dans notre système est la source de beaucoup des problèmes de nos élèves. Je peux comprendre les arguments contre, mais je pense que pour certains élèves qui ont, bah, comme nous en fait à l'époque, peut-être intégré cette notion, ça peut être au final quelque chose de très motivant et de très structurant finalement pour l'élève. Donc, il faut juste s'adapter finalement à la personnalité de l'élève, il faut juste s'adapter à ce dont il a besoin. Mais c'est pas une démarche qui doit être systématique. Moi, les résultats scolaires avec certains élèves, je les regarde même pas.
Et parfois, en entretien avec les parents, bah, je leur dis justement, oui, je les regarde pas. Ouais. Ouais. Ouais, et parfois, ça peut mener à des discussions assez vives, Ouais. à des incompréhensions, mais finalement, ça reste bien compris. Mm. Excellent. Et tu pourrais nous lister quelques objectifs comme ça que tu peux suivre pareil pour donner d'autres perspectives aux parents, parce que nous aussi, dans notre expérience quotidienne, on sent que quand même la note, la lourdeur mentale, la charge mentale que ça représente pour les parents, c'est quelque chose de très réel. Et c'est vrai qu'on a du mal à leur proposer, enfin à leur expliquer qu'il y a beaucoup d'autres choses à valoriser en fait dans le cadre de la scolarité de leurs enfants. Alors, tu as raison, mais alors sans trahir, tu vois, de secrets Mm. professionnels, Mm. parce qu'effectivement, je ne parle pas tu vois, de situations Mm. concrètes qui peuvent m'arriver avec mes élèves. Ça Mm. doit rester entre nous, mais pour donner des idées un peu Mm. concrètes. Tout à l'heure, par exemple, je te parlais d'expatriés. Tu vois, Mm. d'expatriés qui viennent d'arriver dans un nouveau pays, donc qui sont scolarisés dans Mm. un lycée ou un établissement du réseau AEFE, même s'ils restent dans ce socle de système scolaire français, qui sont parfois un peu choqués, etc. Parce que bah, déjà, un déménagement qui plus est à l'étranger, ça peut être lourd à gérer, parfois émotionnellement. Mm. Bah, ces objectifs, ils peuvent être mouvants d'ailleurs au cours de l'année, mais ils peuvent parfois se décliner par trimestre, par Mm. période, entre chaque vacances scolaires. Mais ça peut être typiquement sur le premier trimestre, je veux avoir un groupe de camarades de classe avec qui je m'entends bien. Donc, entre guillemets, pour me sentir bien d'un point de vue social, tu vois. Donc Mm. là, tu as un indicateur Très social. intéressant. Mm. Et cet indicateur social, je leur fais ensuite, je fais en sorte avec eux qu'il soit mesurable. C'est-à-dire, Mm. OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est juste le fait de les côtoyer dans ton établissement ou est-ce que c'est le fait que ça devienne vraiment, entre guillemets, tes amis, que tu aies une vie sociale avec eux, que Mm. tu ailles chez les uns ou les autres? Est-ce que ça veut dire que tu envisages des sorties avec un tel ou est-ce que c'est juste simplement avoir deux, trois camarades à qui tu fais des sourires et à qui tu peux Mm. avoir une conversation à la récré? Mais voilà, je veux que ce soit très précis pour, pour que l'élève se rende compte finalement bah, du chemin qu'il a réalisé pour en arriver là. Mm. Et ça, Très c'est bien. hyper important. Pour donner un autre exemple, si ce n'est pas les notes, moi, je suis professeur de français, donc je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes élèves et je lutte, comme beaucoup de mes collègues, pour que nos élèves lisent. Mm. Euh, Bah, un objectif, ça peut être de se dire, euh, est-ce que sur la prochaine période, en cours et non pas pendant les vacances, je vais pouvoir lire un livre non obligatoire, mais pour mon plaisir, que j'aurais choisi Mm. moi. Mm. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce livre? Est-ce qu'on en Mm. discute simplement? Est-ce qu'on produit quelque chose vis-à-vis de ça? Mm. Mais il faut qu'il y ait un livrable à la fin. Mm. Il faut Un que ce soit livrable. quelque chose. Voilà, tu Ouais. vois, c'est la méthodologie conseil. Il Très faut qu'il y bien. ait un livrable à la fin. Faut qu'il y ait Mm. un résultat, que je puisse le voir et qu'on puisse ensuite réfléchir sur ce résultat et sur Mm. ce qui t'a apporté, le bilan de tout ça. Parce qu'il faut qu'il y ait un impact, tu vois. Donc voilà, c'est ce type d'objectifs qui sont pas forcément du coup des objectifs qui sont liés aux notes, tu vois. Merci, c'est très intéressant, ouais, merci beaucoup. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais éventuellement partager comme ça à l'oral là où on peut te retrouver, éventuellement des contacts, voilà. Alors, vous pouvez me retrouver, tu veux dire en termes de contact, me Ouais. retrouver sur LinkedIn, Ouais. Wael Abdelhamid. Et en l'occurrence, vous avez sur mon LinkedIn mon adresse mail. N'hésitez pas Mm. à faire appel à moi ou même à m'écrire. Je suis je suis sur le vif de ma messagerie professionnelle. Voilà, c'est à vrai dire, comme mon activité est à vrai dire modeste, hein, je suis seul dans mes Mm. organisations. Donc, on parlait d'outils tout à l'heure, ça me faisait rire parce qu'effectivement, j'en ai dans ma démarche vis-à-vis des élèves, Mm. mais dans le suivi, ça reste très light, hein. Mm. J'ai mes cours, alors oui, mes ouvrages, mais Mm. sinon, à part ça, c'est une bonne connexion Internet. Voilà. Donc, Voilà, je avec remercie l'IA, mon avec l'IA. fournisseur.
Avec l'IA, Voilà. tu te décupleras. Exactement, pourquoi pas, exactement. Mais j'ai beaucoup à apprendre, mais Ouais. moi-même, hein, même si Mm, effectivement on a travaillé là-dedans mm, quand on était dans le conseil, mm, moi-même j'ai pas encore pris complètement ce virage-là, et mm. j'ai beaucoup à apprendre finalement de collègues de mes pairs justement qui sont un peu plus avancés, bah, comme vous à master, Mm, parce que vraiment mm. il y a de Ouais, beaux potentiels quoi à explorer vraiment. Ah, comme tu l'as dit, hein, il y a un usage vraiment positif, constructif pour stimuler l'apprentissage de quelconque apprenant, comme tu l'as dit, en particulier chez les adolescents, un mauvais usage de l'IA qui va justement inhiber les capacités d'apprentissage. Voilà. Écoute, merci beaucoup Wael, c'était vraiment très intéressant. C'était un plaisir d'échanger. On va mettre évidemment toutes les coordonnées en bas de cet épisode, en commentaire. Et vous pourrez écrire à OL si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup.